Le secteur ouest, très dangereux de la mission, étaient des patrouilles de moyenne ou longue portée. Cela veut dire que les soldats de la paix au Mali ne peuvent pas être présents dans les zones où les extrémistes prospèrent. Il y a également un manque d'hélicoptères. Beaucoup des bases de la force sont des zones très reculées, mais sans hélicoptères, les soldats de la paix au Mali ne peuvent atteindre leur base qu'avec des routes très difficiles. L'absence d'hélicoptères signifie que le temps pour les évacuations médicales est bien trop élevé. C'est une situation dangereuse. Mais si nous agissons en urgence, il y a de l'espoir. Nous devons mieux faire. Nous devons commencer par le processus politique. C'est pourquoi j'apprécie la présence du ministre des Affaires étrangères ici aujourd'hui. Les États-Unis savent que le gouvernement malien peut faire davantage pour mettre en œuvre l'accord de paix. Nous appelons le gouvernement à se concentrer immédiatement sur l'extension de l'autorité de l'État. Les 3 parties signataires à l'accord doivent respecter leurs engagements et stopper la violence. Cela rendra le Mali plus sûr et plus stable. Nous pouvons également faire davantage pour combler les lacunes de la mission. Les ressources existent. Les soldats de la paix au Mali ont désespérément besoin de transport de personnel blindé, mais les soldats de la paix dans le sud du Liban ont beaucoup plus que le Mali, avec bien moins de besoins. Les pays se sont engagés à donner davantage de matériel aux soldats de la paix au Mali. Les États-Unis exhortent ces pays à tenir leurs promesses le plus rapidement possible. Les TCC doivent également respecter leurs engagements pour donner à leurs contingents le matériel et la formation nécessaires pour opérer dans ces conditions difficiles. Enfin, nos conversations au Conseil de sécurité concernant les missions de maintien de la paix au Mali ne peuvent pas concerner que le matériel. Le mandat de la mission doit être raisonnable et réalisable. C'est pourquoi dans les mois à venir, les États-Unis examineront de près les tâches exigées par le mandat de la force et la répartition des forces. Je suis certaine que nous pouvons convenir en ce Conseil que les soldats de la paix au Mali doivent être préparés pour réussir. Nous voulons un mandat qui aide cette mission à jouer un rôle plus efficace. Les soldats de la paix au Mali opèrent dans des circonstances très difficiles, mais leur mission est essentielle. Ces soldats de la paix risquent leur vie chaque jour pour aider le peuple malien en œuvrant ensemble. Les membres du Conseil, les TCC et leurs partisans dans la communauté internationale peuvent aider cette opération de maintien de la paix à faire de véritables progrès pour appuyer la paix au Mali. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vous remercie. Je vais maintenant reprendre mon rôle de présidente du Conseil. Je donne la parole à son Excellence, Monsieur Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine du Mali. Thank you, Madame President. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, excusez-moi. C'est naturellement toujours avec un plaisir renouvelé que je me présente devant vous, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'occasion de cette revue trimestrielle du rapport du secrétaire général des Nations Unies. Pour la circonstance, je suis accompagné de M. Mohamed El Mokhtar, ministre de la Réconciliation nationale, mais aussi du Conseil diplomatique du président de la République du Mali, pour vous dire que la délégation du Mali prend note du rapport du secrétaire général des Nations Unies et félicite le secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix, pour la présentation de son rapport. Depuis l'examen du dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies au mois de janvier, excusez-moi, depuis la présentation du rapport du secrétaire général des Nations Unies, des progrès importants, j'allais dire même substantiels, ont été enregistrés dans les domaines à la fois politiques, sécuritaires, mais aussi ceux du rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, mais également la protection des droits de l'homme, le développement et l'action humanitaire. Je me réjouis de ce que ce rapport souligne des progrès accomplis et reconnaît les efforts à cet égard par le gouvernement de la République du Mali,
sous le leadership et l'engagement déterminé de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et chef de l'État. Madame la Présidente, le président de la République du Mali, dans son adresse de Nouvel An, a annoncé d'importantes mesures pour l'année 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Aujourd'hui, il me plaît de confirmer qu'en plus de nombreuses mesures institutionnelles en cours, la conférence d'entente nationale vient de se tenir avec succès du 27 mars au 2 avril dernier à Bamako. Cette conférence d'entente nationale a été l'occasion de retrouvailles entre les filles et les fils d'un même pays, le Mali. La conférence a tenu toutes ses promesses. Elle a été totalement inclusive, car toutes les parties prenantes maliennes étaient à bord du train de la paix et de la réconciliation nationale, notamment le gouvernement du Mali, la CMA, la plateforme, les partis politiques de la majorité comme de l'opposition et l'ensemble des forces vives de la nation malienne. Les débats francs et approfondis ouverts dans une totale liberté de parole et de ton, conformément à l'article 5 de l'accord, ont abouti à des recommandations pertinentes qui serviront de base, sous la direction du président de la République, à l'élaboration d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. Madame la Présidente, une autre action majeure dans la mise en œuvre de l'accord a été le compromis trouvé par les partis autour de la désignation des présidents des autorités intérimaires pour l'ensemble des régions du nord du Mali. Lors de la réunion qui s'est tenue